Hello les amis, aujourd'hui on va chez Maud et Jemaï. Ouah, c'est loin ça, c'est toi qui conduis? Non, prends l'avion, t'inquiète. Yes. Du coup pour cette première vidéo, on va interviewer Jemaï. Jemaï donc qui est infirmier et qui va nous parler des droits des patientes, notamment d'un point de vue maternité, et des devoirs du personnel soignant. C'est parti, on le rencontre tout de suite. Peux-tu commencer par te présenter? Du coup, moi, c'est Jemaï Darwan, je suis infirmier libéral. Voilà, j'ai 28 ans et je suis diplômé depuis 2019. Dans ton école d'infirmier, tu as appris le droit des patients et les devoirs du personnel soignant. Pourrais-tu nous en dire plus? De quoi s'agit-il? Plutôt, tu parles de devoir du soignant. Ouais. Moi, je parle plus de droit du patient et ensuite après des missions qui nous incombent. Ok. Ce que tu appelles droit du patient, ça peut être des choses évidentes que la plupart des gens connaissent, comme le droit simplement de l'information, ça c'est un droit basique, le droit d'être pris en soin, ça c'est la base pour tout le monde, quel que soit le contexte socio-économique, sans distinction de race, de religion ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs droits en fait aux patients. Le patient il a des droits conditionnés un peu, ouais, ce que tu disais, tu appelles des devoirs, mais en fait nous c'est des missions. Tu as le droit donc de bénéficier des soins comme je te le disais. Tout ça en fait c'est régi par un cadre légal, c'est le code de santé publique. Et par-dessus ça, nous en tant qu'infirmiers, je parle pour ma profession, on a le code de déontologie propre à notre métier. Donc pour les patients, concernant le droit des patients, tu as le droit d'être informé sur son état de santé. Ça va être que des choses évidentes que je vais dire. Mais c'est des choses de base et c'est obligé d'être légiféré pour que ce soit cadré en fait. Le droit d'être informé sur son état de santé, le droit en fait de décision sur son état de santé, c'est-à-dire dans n'importe quel contexte médical. Le patient en fait ça reste le dernier, le décisionnaire en fait. Mais en pratique, c'est vrai que on met toujours l'avis médical, l'avis du médecin au centre, alors que c'est l'avis du patient qui compte au final, dans la loi par rapport au droit du patient. Mais c'est vrai que, je sais pas, ça a toujours été qu'on a toujours respecté la parole du médecin, donc dès qu'un médecin disait quelque chose, on prenait acte et on respectait sa décision, même si des fois on était soi-même en désaccord. Mais voilà. Mais en tout cas, on a le droit de dire non à un médecin qui prend une décision, qui conseille une décision. Il a le droit aussi de s'informer sur les frais de santé pouvant être affectés à lui. Quelles sont les différentes violences que peuvent subir des patients? Les violences gynécologiques, obstétricales, les violences institutionnelles? Je me suis basé sur le Haut Conseil de l'égalité homme-femme qui donne une définition très précise des violences gynéco-obstétriques. C'est des gestes, des propos et des pratiques et des comportements exercés ou omis par un ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours du suivi et qui s'inscrivent dans l'histoire de la médecine gynécologique et obstétricale, traversée par la volonté de contrôler le corps de la femme, dont sa sexualité et sa capacité à enfanter. Il n'y a pas forcément l'intention d'être maltraitant, ça peut être non volontaire. Parmi ça, tu as plusieurs actes. Tu as la non prise en compte de la gêne de la patiente, par exemple, liée au caractère intime de la consultation en gynécologie, frottis, enfin, à partir du moment où tu rentres dans son intimité de ses parties génitales. Tu as les propos porteurs de jugement, par exemple, sur sa sexualité, sur sa tenue, sur son poids, qui renvoient à des injonctions sexistes, comme par exemple le fait de juger une maman qui allait tardivement ses enfants, d'exagérer sur la prise de poids d'une patiente en l'alarmant alors qu'il n'y a pas lieu d'être, enfin voilà, et ça, ce qui peut l'effrayer. Tu as les injures sexistes et la misogynie, tu as des actes exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente et qui sont en plus non justifiés médicalement. Je prends l'exemple, là c'était par rapport à Maud, j'ai découvert ça pendant sa dernière grossesse et Maud aussi, elle a découvert là. Pour la première grossesse, c'était la première grossesse qu'elle n'avait pas eu d'examen du col au cours de sa grossesse. Alors que pour les deux premiers, à chaque consultation gynéco, il y avait un examen du col. Et en fait, on apprend que c'est pas obligatoire, que ça n'a aucune répercussion sur la suite de la grossesse, si on ne le fait pas. Comment définit-on le consentement dans le milieu médical? Du coup, en matière de santé, le consentement, déjà, il doit être ce qu'on appelle libre et éclairé. C'est-à-dire que le patient, en fait, pour pouvoir donner son accord, le consentement, c'est simplement donner son accord. Il faut qu'il soit libre et éclairé, c'est-à-dire qu'il doit avoir reçu toutes les informations lui permettant de prendre la décision et éclairé, donc être en son âme et conscience, dans la capacité de donner son accord. Je ne sais pas si tu as déjà été opéré, mais un exemple de l'opération, on demande toujours le consentement. En fait, aucun acte, aucun soin ne peut être prodigué sans avoir le consentement libre et éclairé du patient. Aucun.
Donc on te demandera systématiquement. Mais en pratique, c'est rare que ce soit demandé, tu vois. Quels sont les différents recours si on subit des violences? T'as plein de recours possibles. Moi, je propose de faire quelque chose de graduel. Après, tout dépend de la situation, mais en fonction de la situation vécue, tu te places à un endroit différent de l'échelle. En fait, en premier, c'est basique. Tu vois directement avec le soignant avec qui tu as un problème. C'est-à-dire que, j'ai pas d'exemple, mais si tu as eu un souci avec, là on parle de gynécologie obstétrique, tu as eu un problème avec ton gynécologue, il faut pas avoir peur, il faut arriver à dépasser ça, quitte à se faire assister par quelqu'un, un proche ou pas forcément, mais un ami, de voir directement avec le soignant concerné et de lui exprimer ce qu'on ressent, de voir si c'est possible de régler avec lui. Si c'est pas possible, on déclare l'incident auprès de la cadre de santé et du service ou alors de la directrice des soins. Et là, on voit pour entamer une médiation entre le soignant et la direction. Tu as une autre étape, donc la fameuse fiche d'événements indésirables. Donc là, tu remplis ta fiche et après, derrière, Elle consiste en quoi cette fiche en fait? En fait, c'est une feuille, c'est tout bête, hein, c'est une feuille, comme son nom l'indique, d'événements indésirables dans laquelle c'est purement un formulaire en fait déclaratif où tu vas déclarer ce qui s'est passé avec tes coordonnées, les coordonnées du soignant et tu transmets ça à la direction qui va faire une enquête et qui va en pratique faire une enquête, mais souvent ça va être juste une tape sur les doigts au soignant et tu recommenceras pas et puis voilà, on l'a vécu avec Mabel. Donc voilà. Après la fiche d'événements indésirables, tu peux écrire un courrier, transmettre un document à l'instance ordinale du soignant. Par exemple, pour les médecins, les gynécologues, l'ordre des médecins, tu peux transmettre directement un courrier là-bas. Et eux aussi déclencheront une enquête ou alors une commission pour entendre le soignant et toi. Et vraiment le dernier recours, après il n'y a rien de possible, c'est le dépôt de plainte dans un commissariat proche de l'établissement d'exercice. Peux-tu donner des conseils aux coparents ou à l'entourage qui assisteraient à des violences? Comme je le disais précédemment, c'est à peu près les mêmes étapes, même si pour la majorité, il n'y a que la victime qui peut le faire en son nom propre, mais un ami ou un proche ne peut pas aller faire une déclaration pour un tiers. Tu vois. Par contre, un truc à surtout pas faire, c'est rentrer dans un comportement de violence, parce que déjà, ça va complètement desservir la cause et retourner la situation. Donc ne pas hésiter par contre à exprimer ses craintes et ses appréhensions aux professionnels de santé. Et puis après, voilà, de toute façon, le professionnel, il a une obligation d'écoute, de discrétion et de respect de l'intégrité physique et psychique des patients. Donc il faut faire confiance à ce principe-là. Alors tous ne le respectent pas scrupuleusement, mais je pense que c'est bien de leur rappeler de temps en temps. Pour les proches, d'être au clair avec les volontés de la patiente, que ce soit pendant la période de grossesse, mais le après et aussi le pendant l'accouchement. D'être vraiment au clair sur tout ce qu'elle veut et elle ne veut pas, parce qu'il y a des moments forcément où elle ne sera pas apte à s'exprimer ou à s'exprimer de manière claire. Et donc c'est là que le proche, il intervient. Mais c'est ce que je rappelle, c'est ce que je disais et je le rappelle, il ne faut pas hésiter à exprimer sa volonté aux patients, aux soignants et à ses proches. C'est hyper important. La communication, c'est hyper important. Faut dire ce qu'on ressent, il faut pas avoir peur, faut pas le garder pour soi parce que derrière après, c'est là qu'il y a des déceptions, c'est là qu'on peut avoir des appréhensions et du coup de la surprise parce que par rapport à certains gestes, certains actes qu'on n'avait pas anticipés, il faut essayer de planifier au maximum et communiquer. Moi je le sais parce que c'est mon métier, je suis obligé de le savoir, c'est ce qui régit ma profession et c'est aussi un peu ce qui me protège. Donc je l'ai appris. Mais en termes de droit quotidien, on ne connaît pas toutes les lois et tout ce à quoi on a droit et nos devoirs. Et ça, c'est un problème, tu vois. Clairement. Il faut vraiment que, surtout en matière de santé, c'est quelque chose d'hyper important. Après tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu voir, encore dernièrement, tous les scandales de violences gynécologiques. Et quand tu entends le nombre de personnes victimes du même soignant, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ouais, il faut vraiment que les gens soient au courant de leurs droits et soient en capacité de renverser le truc c'est leur corps. C'est eux qui décident, c'est pas le médecin, c'est pas le soignant. Le soignant, en fait, il est là juste pour te soigner et te conseiller et faire le mieux pour toi. Et toi, tu es là pour accepter ou refuser ce qu'il te propose. Pas pour dire amen à tout ce qu'il te propose parce qu'il a le savoir.
Tu es obligé de faire confiance à ton soignant parce que sinon tu peux pas te faire prendre en charge. Il y a une phrase du coup qui dit « Il n'y a pas de soins sans confidence, de confidence sans confiance et de confiance sans secret ». Donc le secret, c'est vrai que c'est la base de tout. Et à partir de là, tu peux installer une relation de confiance avec ton patient et du coup mieux le prendre en charge.